C'est peut-être un peu vulgaire ça quand même. Hein. C'est sympa de m'envoyer des t-shirts, mais... Je voulais rebondir en fait sur la dernière fois quand j'ai parlé de la lutte la lutte sourde des comment dirais-je, des prédateurs nomades contre les producteurs sédentaires. Depuis en plus, j'ai vérifié que c'était dans l'introduction du livre de Sombart, de Werner Sombart, sur les Juifs et la vie économique. Donc c'est une idée qui existe et qui est validée par les sociologues de plus haut niveau depuis très longtemps. Et je me suis aussi souvenu que c'était en fait la thématique profonde du film Les 7 mercenaires, qui est un remake américain des 7 samouraïs, où effectivement on voit d'anciens prédateurs nomades, à la suite d'une crise de conscience, se mettre au service de producteurs sédentaires qui sont des paysans, des villageois paysans mexicains, contre d'autres prédateurs nomades qui sont une bande justement de gangsters mexicains. Voilà. Notre métier, c'est de faire parler le fusil. Le mien aussi. Comme ça, on est sur un pied d'égalité. On l'est comme concurrent. Pourquoi pas comme associé? Et si je vous offrais un marché à part égale? En quoi? Eh bien, en tout, jusqu'au dernier grain. Et les gens du village? Qu'est-ce qui deviendrait? C'est à vous de savoir. Les hommes de notre profession ne peuvent pas s'embarrasser de ces détails. Ça pourrait même être un sacrilège. Si le Seigneur ne voulait pas qu'on les tonde, pourquoi il en a fait des brebis? C'est finalement le sujet de ce très beau film Les 7 mercenaires. C'est l'apologie du producteur sédentaire contre le prédateur nomade. Voilà. Ce qui veut bien dire que ça participe d'une morale assez, je dirais universelle, même si universelle veut dire occidentale. Hein. Voilà. Le bien en général, admis de tous, c'est la défense du producteur sédentaire contre le prédateur nomade. Voilà. Il faut bien garder ça présent à l'esprit. On peut aller avec vous, Bernardo? Non, Pourtant, vous nous aimez bien. je crois que oui. Vous êtes des nôtres, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je suis des vôtres. Emmenez-nous, s'il vous plaît. Non, Nous, on a honte de vivre ici. Nos pères sont des lâches. ne dites jamais une chose aussi affreuse de vos pères, parce que ces gens-là ne sont pas des lâches. Vous me croyez brave parce que j'ai un revolver. Eh bien, vos pères sont plus braves parce qu'ils ont des responsabilités. Pour vous, vos frères, vos sœurs et vos mères. Et ces responsabilités sont comme un bloc qui pèse une tonne. Ils les plient, ils les broient, et puis il finit un jour par les enfoncer en terre. Et personne n'est là pour leur dire de faire ça. Ils le font parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils le veulent bien. Je n'ai jamais eu, moi, ce genre de courage. Mener une ferme, peiner comme un mulet du matin au soir sans savoir si ça en vaut la peine. Ça, c'est la vraie bravo. Quand un patron de télé, qui est souvent un homme, parle à une présentatrice, il lui parle de sa coiffure, de son décolleté ou de son rouge à lèvres, et quand il parle à un homme, il lui parle de son questionnement, de ses lancements, etc. Il m'arrive de déjeuner ou de dîner avec des politiques, oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé il y a 3 jours dans un endroit, et je ne m'en cache pas, parce que j'étais dans un endroit ultra branchouille. C'était où, à avec Saint-Germain-des-Prés, avec Arnaud Montebourg, voilà. Mais c'était purement professionnel. C'était purement professionnel. Vous partagez, vous ne vous en cachez pas l'avis du député socialiste Arnaud Montebourg. Parce que la meilleure façon de les défendre, c'est d'importer
dans les banlieues que vous visitez le conflit israélo-palestinien, en y allant systématiquement de vos déclarations sur Israël qui bafoue le droit international. Heureusement que les 30% de Français aujourd'hui qui ont un parent étranger ou un grand-parent étranger n'ont pas eu affaire, leurs parents ou leurs grands-parents, à des gens comme vous qui préfèrent, parce que sinon ils ne seraient pas là aujourd'hui. Comment vous savez que vous n'êtes pas manipulé ? J'en sais rien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'essaie de prendre du recul, quoi. C'est tout. Il faut essayer de faire son métier et toujours se poser la question. Moi, je me pose la question tous les jours. Est-ce que je le fais bien ? Je suis conne, mais j'essaye de me soigner. Oui, alors je regarde pas souvent l'émission de Ruquier. Quand je la regarde sans le son d'ailleurs, l'émission du samedi soir. Puis l'autre jour, par hasard, j'ai mis le son, et là je suis tombé sur le numéro de cette Audrey Pulvar. Et comme j'avais déjà parlé un peu de ce remplacement du tandem Zemmour-Nolot par Polony-Pulvar, j'ai encore creusé un peu plus la question. En fait, je vais revenir là-dessus. Il y avait l'année dernière encore un duo assez efficace de critiques qui était Zemmour-Nolot, Zemmour faisant le type de droite et Nolot le type de gauche, et qui était assez efficace dans la critique des invités. Et d'ailleurs, je pense que les invités coalisés ont eu leur peau, et notamment en année électorale, parce que je pense que leur capacité critique était trop grande et aurait été embêtante par rapport aux élections. Donc en fait, Ruquier a dû être sommé de changer son tandem, et il a mis... En fait, il a été sommé de mettre un tandem de gens moins intelligents, moins critiques. Et ce qui est marrant, c'est que pour ça, on a mis des femmes à la place de mettre des hommes, ce qui est déjà... ça en dit long déjà sur la réalité des choses. Et il a fallu recréer le tandem. Alors, pour Zemmour, ils ont pris Natacha Polony. Et ce qui est marrant, c'est que Natacha Polony est une nouvelle réactionnaire qui imite Zemmour, qui déjà, Zemmour, imitait Soral. Les deux ont parodié mon livre Vers la féminisation. L'un avec le premier sexe, je crois, l'autre avec un autre bouquin, je ne sais pas si c'était quoi, L'homme et l'avenir de la femme, ou un titre à la con comme ça. Et donc on a l'Apollonie qui fait la réactionnaire, donc et celle-là d'ailleurs est blanche et bourgeoise, et plutôt intelligente, compte tenu des normes actuelles. Et de l'autre côté, il a fallu mettre la femme de gauche. Alors la femme de gauche, évidemment, c'est la femme de gauche sociétale, parce que sinon ça serait réellement subversif. Parce que sur le plan social, finalement, la réactionnaire de droite est beaucoup plus à gauche aujourd'hui que la gauche sociétale, si on réfléchit bien. Alors donc la critique de gauche qui a remplacé Nolot, on a pris une femme issue de la diversité, c'est-à-dire de gauche noire donc de gauche. Alors qu'en fait c'est une bourgeoise, que je ne connais pas beaucoup de filles d'origine africaine des quartiers qui s'appellent Audrey. Donc on prend une bourgeoise, mais pour en faire une femme de gauche, on en prend une noire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on en prend une noire, mais pour que les Français le supportent, il faut qu'elle soit belle. Donc on prend une noire jolie, comme Roselle Mac. Alors que la blanche, elle, vous avez pu remarquer, elle peut être laide. C'est Polony. Elle est laide, blanche et intelligente, et l'autre est noire, conne, mais belle. Comme Roselle Mac. Mais elle est comme Roselle Mac, d'ailleurs, une hôtesse et une speakerine. Elle est pas... c'est comme ça qu'elle a commencé. Et alors le problème, c'est d'en faire une intellectuelle. Et alors là, la question se pose, c'est là qu'on voit le côté, je dirais, néocolonial total de la réalité du service public. C'est que finalement, on dit on veut bien une noire, mais il faut qu'elle soit jolie. Elle est bête, mais c'est pas grave, elle est noire, donc ça fait remarquer qu'elle est bête, ça sera du racisme, donc on peut se permettre de mettre une idiote. Évidemment, on prend ce qu'on appelle une négresse de maison, comme disait Malcolm X, c'est-à-dire qu'elle est entièrement réactionnaire et entièrement soumise au pouvoir en réalité. Et alors, pour qu'elle fasse intelligente, comme elle est bête, on lui met des lunettes de vue. Ça, je trouve ça génial, parce que je vais rappeler aux auditeurs qui ne me connaissent pas que moi-même, j'ai été journaliste en Afrique. Les gens ne le savent pas, mais je vais vous montrer. Ça, c'est ma carte. C'est ma carte de journaliste temporaire du Zimbabwe. Vous voyez, elle date de 1987. J'ai été au Zimbabwe en 87 à Harare pour couvrir, en tant que communiste, une réunion de non-alignés qui se situait là-bas, où il y avait d'ailleurs à l'époque, j'avais pu croiser Kadhafi et Arafat. Voilà. C'est là que je me suis rendu compte que l'ANC d'Afrique du Sud, dans ANC, C voulait dire communiste. Et que finalement, c'était une tentative de révolution communiste, l'ANC. Et c'est pour ça qu'on a pu d'ailleurs ne voir Mandela ne prendre le pouvoir qu'après la chute de l'URSS, parce qu'il n'y avait plus de risque que l'Afrique du Sud bascule dans le camp communiste. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Mais j'avais remarqué en Afrique
et j'avais remarqué aussi quand j'étais élève des hautes études en sciences sociales, parce qu'il y avait toujours des contingents d'étudiants africains, c'est qu'en Afrique, quand vous voulez faire l'intello, même si vous n'avez pas de problème de vue, vous vous faites faire des lunettes de vue avec des faux verres, comme pour les acteurs. Voilà. Et en fait, ce qui est tragique, c'est qu'on voit que pour Audrey Pulvar, c'est la même chose. Comment pouvez-vous justifier, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour lesquelles la France a quand même joué un rôle important, au regard des conventions internationales des droits des êtres humains, comment pouvez-vous justifier qu'entre un Français et un étranger vivant en France, régulièrement travaillant, payant des impôts, on délibérément et de façon institutionnelle, on choisisse de favoriser le Français d'origine? Et le fait que vous n'ayez pas assisté un peu plus longtemps au dîner du CRIF, ça n'a aucun rapport avec ces déclarations anti-israéliennes. On a pris une idiote noire, jolie, pour faire une femme de gauche, et pour qu'elle ait l'air intello comme les stupides, on lui a mis des lunettes de vue, alors qu'elle n'avait jamais eu avant. Et c'est pour dire quand même la misère dans laquelle sont les communautés dominées, entre parenthèses, hein, qui ne choisissent pas leurs représentants. Et ça doit être assez tragique pour Dieudonné, qui est un authentique, je dirais, guerrier, au moins qui défend l'honneur et le prestige de là d'où il vient, de voir finalement ces négresses de maison faire un métier qui finalement, quand on réfléchit bien, s'apparente quand même à la prostitution. Hein. Et pour finir là-dessus, le plus anormal d'un point de vue déontologique, c'est que cette Audrey Pulvar est la fiancée officielle d'un des cadres du Parti socialiste, et qu'en période normalement d'élection présidentielle, elle devrait être mise sur la touche et ne pas avoir droit aux commentaires politiques, puisqu'elle est partie prenante. Hein. Et de ce point de vue-là, on voit vraiment qu'il y a un effondrement de la déontologie au niveau du journalisme en France et des règles, je dirais, politico-républicaines. Ce qui est très important, parce que même si ces règles ont toujours été bafouées des règles qui existent, c'est pas la même chose que de les supprimer, de les laisser s'effondrer. Faire le mal en sachant qu'il y a le mal et le bien, c'est pas la même chose que dire qu'il n'y a plus ni de mal ni de bien. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on est encore descendu d'un cran, non pas dans le mensonge républicain, mais dans l'effondrement républicain. C'est de voir aujourd'hui que la plupart des journalistes sont maqués avec des politiques, qu'il y a une confusion totale des genres. On voit que revient dans le champ journalistique, pareil, Madame DSK, qui devrait normalement aller se cacher en Israël et ne plus revenir du tout. Mais non, c'est toute honte bue, sans vergogne. Voilà. Donc c'était pour finir sur ce sujet. La conne du mois, Audrey Pulvar. Je serais, moi, d'origine africaine et français. Ça me ferait mal de voir que cette personne est censée me représenter. Et ce qui veut bien dire, effectivement, que la communauté des Français d'origine africaine n'a pas encore atteint son autonomie pour n'avoir que ça à nous proposer. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Van Youfol il y a un instant, Pascal Perrineau. Est-ce que, par exemple, dans ce pays, on a des idées sur ce que serait le vote musulman? Est-ce qu'il est sondé et est-ce que ça existe, le vote musulman, si je puis dire? Bien sûr, il y a des études régulières qui sont faites. Le premier trait de la communauté des Français d'origine musulmane, c'est l'abstention. C'est une population qui est beaucoup plus touchée par l'abstention que beaucoup d'autres communautés. À la présidentielle de 2007, c'était un des segments de la population française dans lequel le taux d'abstention était le plus élevé. On était au-dessus de 40%. Hein. Donc là, vous avez en effet, c'est le phénomène majeur. Pour ceux qui, en revanche, se déplacent aux urnes, ils votent beaucoup plus à gauche qu'à droite. Aujourd'hui, les musulmans ont quelque chose à apporter en termes d'alternative à un système qui s'écroule. Madame Le Pen, à laquelle certains appellent à voter, elle est dans le système. Elle va faire pérenniser les injustices. Elle va permettre d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres. Elle ne va pas remettre en cause le système parce qu'elle n'est pas capable. Elle est dans le système. Les uns après les autres, parce que là, pour nous, elle est dans le système. Elle joue le jeu, effectivement. Alors, pourquoi on parle de Marine Le Pen maintenant? Parce qu'il y a des musulmans qui appellent à voter Marine Le Pen. Non, mais je vous dis pourquoi. Qui vous a roulé dans la farine depuis 40 ans? C'est des musulmans qui appellent à voter Marine Le Pen, M. Soral. Voilà. Donc moi, je m'adresse à ceux-là, je m'adresse pas à vous. Elle ne sera pas élue, Marine Le Pen, donc c'est pas. Non, mais peu importe. Élu, pas élu, j'ai pas envie de renforcer un lobby qui est raciste, qui favorise le racisme et qui refuse d'exclure les racistes dans ses rangs. La communauté musulmane est la deuxième communauté de France en nombre.
Elle a une légitimité sans doute bien supérieure à d'autres par rapport à le sang versé, etc. Elle est au bas de l'échelle, en réalité, du pouvoir. Ça changera, monsieur Soral. Ça changera si les gens comme les rapports néocoloniaux sont. Ça changera pas avec les gens comme comme vous. Les rapports vous. domination et de criminalisation. Ça ne changera pas avec les gens comme vous. Si, avec moi, avec mes enfants et avec les autres. Nous, on appelle en tout cas les auditeurs, les citoyens français, à voter non à l'islamophobie au premier tour pour qu'on puisse se compter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas voter? Non, on vote au deuxième tour et on négocie au législatif surtout. Tous les musulmans de France mettent un billet dans l'urne non à l'islamophobie. Vous allez voir quelle force ça va faire. Et là, on va négocier. C'est ce que je vous dis. Oui, alors là, c'est pour rebondir sur l'idée des communautés dominées. Ce qui caractérise les communautés dominées, parce qu'on est dans un monde de communautés, il ne faut pas mentir, hein, c'est qu'elles ne choisissent pas leurs représentants, et que leurs représentants sont systématiquement choisis par soit la République, ou en fait la communauté qui domine la République. Hein, c'est confus. Et là, de ce point de vue-là, j'ai pu le vérifier récemment par un face-à-face que j'ai eu à Ouma, à la radio qui s'appelle Ouma, qui est censée être une radio qui défend les intérêts de la communauté musulmane de France. Et en face de moi, on m'a mis un type qui s'appelait Chambi. Donc on a vu notre face-à-face, je ne veux pas trop revenir dessus. Et c'était assez triste parce que j'essayais de lui expliquer justement, lui qui ne faisait que pleurnicher qu'on ne lui donnait pas depuis des générations l'égalité, que l'égalité, ça ne s'octroie pas, ça se gagne, ça s'obtient dans un rapport de force. Et qu'il n'y a rien de plus... C'est la meilleure démonstration qu'on est resté un dominé et qu'on est resté un indigène, c'est de penser que le pouvoir vous est donné par le maître. Or, il ne faisait, même s'il aboyait fort, parce que les Maghrébins ne savent pas demander gentiment, il ne faisait en aboyant et en hurlant finalement sa souffrance, que montrer qu'il n'avait, toujours pas accédé à l'autonomie et à la respectabilité, et deux, qu'il continuait à avoir la même erreur d'approche, c'est-à-dire de la quémander au nom de l'égalité. Je veux dire, tout ça, c'est un enfant et un indigène pour ne pas avoir compris, il reste un indigène, que l'égalité, ça s'obtient de haute lutte dans un rapport de force. Quand on vous l'octroie, c'est que ce n'est pas l'égalité. Et c'est pour ça qu'on ne lui a jamais octroyé. Donc je n'ai pas pu développer plus loin dans ce débat avec lui, parce qu'il gueulait et il disait beaucoup de bêtises. Il me parlait à un moment donné de la France de Pétain. Non, attends, l'histoire de France, je ne l'invente pas quand même. La collaboration, Pétain, c'est pas moi, c'est notre histoire commune. On l'a vu, oui. J'étais obligé de ne pas lui mettre dans la gueule en tant que musulman, le grand moufti de Jérusalem ou la SS musulmane bosniaque. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Himmler recrute de plus en plus dans les pays occupés des fanatiques, comme ces SS bosniaques, que vient inspecter le grand mufti de Jérusalem. Pour lui, les Juifs sont les ennemis communs de l'islam et de l'Allemagne nazie. Hitler lui a dit « L'heure de la libération du peuple arabe a sonné ». Donc je voudrais revenir là-dessus. C'est sur l'idée de qu'est-ce que c'est que la maturité d'une communauté. Aujourd'hui, ce qu'il est tragique, c'est de remarquer que ce qu'on appelle les Arabes, parce qu'à la limite, appelons-les comme ça, alors que ce sont des Maghrébins de culture musulmane, français, issus de l'immigration, on va l'appeler les Arabes, sont toujours la communauté la plus mal vue de France, la plus méprisée de France, la plus humiliée de France. Je ne parlerai pas des Africains, parce que c'est encore autre chose, mais enfin tout ça, c'est l'Afrique, hein, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et ils sont toujours les plus mal lotis, parce qu'en réalité, ils n'ont toujours pas accédé au pouvoir politique, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir économique. Voilà. C'est cette question-là que je voulais aborder avec lui. Et qu'en fait, pour être respecté politiquement, il faut avoir atteint une certaine puissance économique. Et je voulais mettre en fait cette misère de l'arabe de France, arabe entre guillemets, avec la situation de deux communautés, on va dire halogènes, mais qui ont réussi à se faire respecter en France. La communauté sino-vietnamienne, issue de notre ancien empire colonial aussi, avec une décolonisation violente, hein, donc très très comparable à la question du Maghreb, et la communauté juive. Voilà, c'est deux, pour que les Maghrébins de France commencent à comprendre où pourrait être, quelle pourrait être la stratégie pour enfin devenir une communauté respectée. Voilà, en fait, c'est dans le but d'aider, parce que moi personnellement, ça ne me gêne pas spécialement. Je trouve ça tragique, mais c'est pas mon problème, c'est le leur, quoi, voilà. Et donc on voit bien que la communauté vietnamienne a réussi à se faire respecter en France, sans jamais pleurnicher sur la colonisation, sans jamais demander ni de repentance ni de réparation, mais par contre en atteignant très vite l'autonomie économique en étant ses propres producteurs d'emplois.
On n'a jamais un Vietnamien qui demande qu'on lui donne du travail, comme un Maghrébin. Et les Vietnamiens, ils le créent, le travail. Et finalement, on n'a aucun racisme anti-vietnamien en France. Personne, ni du côté français, ni du côté vietnamien, ne se sert de l'histoire coloniale, ni pour la valoriser, ni pour la diaboliser. Les Vietnamiens ne demandent aucune réparation, mais ont tout obtenu par leur capacité de travail et d'adaptation. Ils sont absolument pas dans l'assimilation, ils sont dans le communautarisme, on va dire, de séparation, et tout se passe bien. Déjà dans les années 20, quelques étudiants chinois s'étaient installés dans le 13e arrondissement de Paris. Mais ce n'est qu'à partir de 1975, après les différentes vagues migratoires de réfugiés venus de l'Asie du Sud-Est, que l'on parlera véritablement de communautés chinoises dans le quartier. Dans cet arrondissement où il n'est plus rare d'entendre les touristes demander « Chinatown, please », en leur indiquant le Sud, les Parisiens désignent un quartier dont l'histoire tout entière est fondée sur l'acceptation de la diversité. On n'a pas de racisme ici. On est tous pareils. On se dit bonjour, on se serre la main. Donc il n'y a pas de problème là. Dimanche, plus de 25 000 personnes se sont réunies dans le 13e arrondissement parisien. Le Nouvel An chinois se clôturait par un défilé allant jusqu'à la place d'Italie. Comme chaque année, l'événement attirait une foule mêlant diverses nationalités. D'une part, j'aime la variété des couleurs et puis je trouve que c'est dans un souci de convivialité. On habite le quartier chinois, j'habite le quartier chinois. Et je suis là pour aussi vous participer à la fête, souhaiter la bonne année. Richard, un employé du restaurant Tanido, nous décrit la clientèle présente en salle. Principalement, il y a beaucoup de familles, ouais. Mais il y a surtout à l'intérieur, il y a beaucoup de, comment dire, il y a plus de Français que d'origine, enfin, il y a plus d'origine caucasienne que asiatique en fait. Donc c'est une intégration totalement réussie, sans passer par le mensonge assimilationniste. Parce qu'en fait, ils ont gardé toutes leurs coutumes et on leur a rien demandé d'ailleurs. Ce qui veut dire que la France ne demande rien d'autre finalement que des gens qui respectent les natifs et qui apportent leur qualité à la France, c'est-à-dire qui apportent même des points de PIB. C'est-à-dire que globalement, les sino-vietnamiens français apportent des points de PIB, ne remplissent pas les prisons et ça suffit pour que les Français les accueillent chaleureusement et ne se posent jamais la question de leur légitimité française. Voilà. Donc je dis aux Maghrébins, plutôt que d'écouter l'aboyeur Chambi, faux dur, faux stratège, faux combattant politique et loser intégral, malheureusement pour lui, et je comprends sa souffrance, mais il faut l'analyser, regardez comment ont fait les Vietnamiens, il y a peut-être des exemples à en tirer. Et maintenant, prenons l'autre communauté, qui est la communauté juive, que M. Chambi essayait de me pousser à provoquer, en espérant que peut-être que nos maîtres à tous lui donneraient un petit boulot. Donc on a un piège qui nous est tendu, qui est le conflit de civilisation. Donc j'essaye d'échapper à ce piège. Donc parfois, par exemple, quand on me parle des mosquées... C'est qui l'entretient, ce conflit, s'il vous plaît? C'est qui l'entretient? Quand vous parlez du mondialisme, pour pas dire les juifs du monde, c'est qui l'entretient? Quand vous jouez sur cette fibre-là d'antisémitisme sous-jacent chez certains musulmans... Vous pensez que là, vos maîtres... Pourquoi vous dites pas? J'ai pas de maître. J'ai aucun maître. J'ai aucun maître. Mais si on veut oser parler de la communauté juive, avec courage et virilité, comme je le fais moi, et comme il n'a jamais le courage de le faire lui, si les Français respectent les Juifs en France, c'est pas parce qu'ils les admirent ou qu'ils respectent le judaïsme. La tradition française, on le sait, les Juifs le savent mieux que nous, c'est de mépriser le judaïsme, comme système de valeurs, de menteurs, de voleurs, etc. Qui est d'ailleurs validé par tous les écrits français et occidentaux depuis on va dire les Romains, depuis Cicéron, en passant par Voltaire. Enfin voilà, je n'ai pas jamais trouvé un auteur qui dise du bien des Juifs en France, à part peut-être Charles Péguy parce qu'il est mort très jeune. Mais sinon, je peux vous citer tous les grands auteurs européens ont dit pique-pendre des Juifs, et toujours la même chose. Le peuple de menteurs et de voleurs, en gros. Dickens, Victor Hugo, Shakespeare, Napoléon. J'avais dit tout à l'heure Cicéron, Dostoïevski, Tolstoï aussi, je crois, tous les dirigeants politiques, Catherine de Russie, Louis XI. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui en a dit du bien. Et pourtant, les Juifs sont parfaitement respectés en Occident et en France. Et respectés pourquoi? Parce que redoutés et craints. Et finalement, ils ont imposé leur respect. Ce qui est un constat à faire que je fais moi-même. Je veux dire, voilà. Et comment l'ont-ils fait? Ils ont d'abord se sont imposés économiquement, puis en ayant un pouvoir économique, ils se sont fait respecter politiquement. Voilà. Ce qui veut bien dire que quand on regarde l'histoire, que ce soit l'histoire des Vietnamiens, l'histoire des Juifs, c'est-à-dire l'histoire des communautés
exogène ou halogène en France, la voie du respect et de l'intégration réelle passe jamais par des revendications égalitaristes et du blabla droit de l'homiste, mais par la prise de pouvoir économique qui entraîne le respect politique. Voilà. Et les Maghrébins, de ce point de vue-là, sont dans un échec total. Ils n'ont jamais atteint l'autonomie économique, et du coup, ils n'ont jamais atteint non plus le respect politique. Et ils continuent à mendier du travail et à mendier le respect. Ce qui veut dire qu'ils sont totalement dans l'indigénat. Et ceux qui sont le plus dans l'indigénat, étant effectivement Ouria Boutelja, qui eux mendient avec colère et arrogance et sont que sur ce logiciel de la mendicité, du pathos néocolonial, etc. Ce qui prouve bien que c'est le pire contresens. Ce sont les plus indigènes de tous. Voilà. Et je le dis, aux Maghrébins qui en ont marre d'être pris pour de la merde, parce que je comprends que c'est douloureux, alors qu'ils sont là depuis 4 générations, que leurs ancêtres ont versé du sang pour la France, etc., et bien qu'ils comprennent comment ça marche réellement, qu'ils arrêtent d'écouter leur manipulateur ou leur maître, dont je ne suis pas, ni maître ni manipulateur, et qu'ils comprennent que leur pouvoir communautaire ne viendra que de leur réussite économique, qui comment dirais-je, débouchera forcément sur un respect politique. C'est-à-dire qu'enfin, ils choisiront leurs propres représentants. Et que ces représentants ne seront pas leur honte, et ne seront pas, comment dirais-je, des suceurs de dominants, comme ils le sont tous en réalité, et donc ne verront pas toute cette horde de traîtres qui va de Jamel Debbouze, en passant par Doc Gineco et même d'ailleurs Joe Star, qui ne peuvent exister qu'en trahissant, en ralliant systématiquement, ce qui est quand même très déprimant, je le conçois. Donc maintenant, pour finir là-dessus, je vais rebondir sur le fait que pourquoi j'en ne supporte plus souvent d'être insulté par des franco-musulmans qui me reprochent mon vote Marine Le Pen en me traitant de traître, par exemple. Si les gens comprennent mon raisonnement, s'ils veulent se faire respecter en tant que musulmans, il faut qu'ils accèdent donc à un certain pouvoir économique. Et pour ça, il faut qu'ils identifient quel est leur intérêt en tant que communauté, comment dirais-je, majoritairement dans une situation de classe objective, quel est leur intérêt au niveau électoral pour renforcer leur pouvoir, comment dirais-je, économico-social. Eh bien, s'ils font cette analyse, quel est mon intérêt en tant que citoyen français et être économico-social français, quel est mon intérêt même pour que je sois respecté en tant que musulman demain, c'est de ne pas voter pour quelqu'un, comment dirais-je, qui va me fragiliser socialement et économiquement. Or, on voit bien que ça veut dire qu'il faut voter pour un candidat qui est contre l'immigration et les sans-papiers, qui est pour la défense du petit salariat, des fonctionnaires, de tout ce qui défend les humbles et les petits salariés en France, puisqu'en fait, les musulmans dont on parle sont majoritairement issus de la basse classe sociale. Les Saoudiens n'ont pas ce problème, évidemment. Et donc, en fait, en dernière instance, le vote le moins pire pour un musulman conscient que son statut de musulman vient d'abord de son statut économico-social, le vote le moins pire, quand on fait l'addition de tout ça, aurait été le vote Front National. Et s'il y a autant de maghrébins musulmans stupides, il n'y a pas que ça, qui m'insultent en me disant que je suis un traître et que je ne suis pas un ami des musulmans parce que je vote Marine Le Pen et que je le dis, c'est qu'ils n'ont atteint aucune maturité politique réelle. Car en fait, pour se faire respecter en tant que musulmans, il faut qu'ils choisissent l'option économico-sociale qui correspond à leurs intérêts de classe bien sentis. Or, qu'est-ce qu'un musulman aujourd'hui en France ? C'est souvent un prolétaire, c'est souvent un type qui est au bas de l'échelle sociale et qui a intérêt à choisir un régime de protection sociale, un régime qui comment dirais-je, s'oppose à la déferlante néolibérale mondialiste, qui, elle, favorise plutôt les autres communautés dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et là, réfléchissez, puisque là, c'est une bouée que je lance, vous verrez que si vous aviez atteint une certaine maturité politique et que vous n'étiez pas juste des indigènes musulmans, mais des citoyens musulmans, votre lecture économico-sociale de ce que c'est que la politique et le vote vous aurait amené peut-être à comprendre mon vote Le Pen et à arrêter de me traiter d'anti-musulman ou de faux amis des musulmans parce que je dis, j'ai le courage, l'honnêteté de dire que je vote Marine Le Pen. Finalement, le vote Front National est votre intérêt aussi, mais vous ne l'avez toujours pas compris, car vous restez comment dirais-je, politiquement des immatures et socialement des indigènes. Voilà, je finirai là-dessus. Je reçois régulièrement des messages de sympathie de juifs orthodoxes qui me disent, d'ailleurs, comme certains musulmans me disent, vous ne savez pas quel est l'islam authentique. C'est un débat compliqué parce qu'il n'y a pas de clergé en islam, donc, mais ça veut dire qu'il y a des débats très compliqués. Donc les gens qui disent les musulmans ou les arabes sont avec moi, comme un crétin qui s'appelle Nab, ça n'existe pas.
Voilà, il y a des musulmans. Et pour les juifs, finalement, c'est pareil. Je le découvre de plus en plus. Je reçois des messages de sympathie de juifs orthodoxes, qui se présentent comme juifs orthodoxes. Alors j'en avais lu l'autre jour un extrait de courrier. Là, j'ai reçu un autre courrier, dont je vais vous lire un petit bout. Alors là, ce courrier émane d'un juif orthodoxe israélien, c'est-à-dire qui vit en Israël. Et il me dit, déjà qu'il était d'accord avec moi sur le fait que je montrais du doigt ces juifs mauvais. Et alors lui me disait la même chose que l'autre juif orthodoxe. Il me disait, ces juifs-là ne sont pas des vrais juifs, ce sont des apostats. Et il me disait, même le rabbin Bernaï ne nous représente pas. C'est un apostat, ce n'est pas un défenseur de la vraie religion, etc. Donc je creuse le sujet. Et je lui propose, je lui dis, si vous voulez faire comprendre aux citoyens français ce qu'est un vrai juif, pour faire baisser l'antisémitisme qui monte, parce que c'est vrai que si on associe systématiquement le judaïsme à Bernard-Henri Lévy, à Alain Minck, à Attali et à d'autres, il est évident que c'est pas bon pour la communauté juive. Alors comme il me disait qu'il était inquiet non pas de ce que je disais, mais des commentaires violents qu'il y avait sous mes vidéos, je lui ai proposé de faire une vidéo explicative pour dire qu'est-ce que c'était que le vrai judaïsme pour un juif orthodoxe authentique. Et là, c'est une partie de sa réponse que j'ai imprimée. Il me dit, Monsieur Soral, merci de m'avoir répondu aussi vite. Et alors là, je dis un extrait. En Israël, ils connaissent notre discours, donc il parle des juifs orthodoxes, et ils nous ont relégués à être des juifs inférieurs à eux, les bolcheviks, car ils le sont encore. Ce qui veut dire que pour ce juif orthodoxe israélien, les juifs dominants, pour eux, c'est des bolcheviks. Pour lui, c'est des bolcheviks. Ce que je ne comprends pas tout à fait, mais peut-être qu'il faudrait creuser le sujet, quoi. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire des matérialistes et des laïcs, sans doute. Voilà. Ce qui pourrait les déranger sérieusement, c'est qu'un non-juif leur dise que leur rôle n'est pas d'être en politique ni dans le showbiz, mais d'être un peuple de prêtres, et pour cela ils doivent étudier en école talmudique. Donc voilà, finalement, ce juif orthodoxe dit la même chose que ce que me disent les autres juifs orthodoxes, que les juifs normalement sont un peuple de prêtres. Voilà. C'est-à-dire une avant-garde morale et religieuse qui doit montrer l'exemple. Hein. Et ça, par l'étude. Voilà, ça c'est intéressant. Alors là, il me dit quelque chose qui est une véritable bombe et que je lis parce que je n'oserais jamais le dire par ma bouche. Pour le monde orthodoxe, les lois de Nuremberg ne sont pas des lois antisémites. Au contraire, on retrouve ces mêmes lois dans le code de loi juive, le Shulchan Aroukh. Donc là, c'est de la bombe atomique. Voilà, non, oui. C'est-à-dire que cette liberté, cette honnêteté et ce courage chez un juif orthodoxe israélien force le respect. Et nous montre bien qu'en réalité, il y a un débat très ouvert qui pourrait exister s'il n'y avait pas effectivement la manipulation de certains apostats, voilà, qui finalement trahissent tout le monde, hein, y compris le judaïsme authentique. Hein. Alors ils me disent peut-être qu'il serait intéressant de faire une vidéo interview avec une personne de mon type. Alors là, je dis, et lui, je sais que vous êtes très occupé et que l'envie vous manque. Alors je dis non seulement l'envie ne me manque pas, mais si un juif orthodoxe authentique se présenter à nous, Égalité et Réconciliation, pour que nous fassions une interview où il nous présente ce que c'est que le judaïsme authentique respectable, je me ferai un devoir moral de la passer sur Égalité et Réconciliation à la une, voilà, à la une. Hein. Et je lance l'appel, voilà. Hein. Après, il me dit une dernière question. Avez-vous déjà visité Israël? Seriez-vous intéressé de venir? Je me ferai un plaisir de vous guider gratuitement, que ce soit dans la ligne verte ou en dehors. Voilà, salutations. Et ce jeune homme s'appelle Aaron. Alors j'ai dit, je serais très content de visiter Israël, mais je pense que je vais avoir du mal à rentrer. Et si je rentre, vu que c'est pas lui qui a le pouvoir, j'aurai peut-être encore plus de mal à en ressortir. Mais bon, je ne désespère pas un jour de visiter effectivement, de rendre visite à des juifs orthodoxes qui vivent en Terre Sainte. Il faut se rappeler qu'ils vivaient depuis des siècles en Terre Sainte et que les tensions sont plutôt venues du sionisme. Avant, ils vivaient en bonne intelligence avec les autres monothéistes de la région. Et j'espère qu'un jour, je pourrai effectivement visiter sans aucune angoisse les juifs orthodoxes de Jérusalem dans un monde enfin qui aura retrouvé la paix et où Jérusalem sera la capitale, non pas de l'État d'Israël et du monde, comme le souhaite Attali, mais la capitale des monothéismes réconciliés et fraternels. Voilà. Donc je finis là-dessus. Et mon commentaire, effectivement, qui m'a obligé à pousser la réflexion et qui rejoint les analyses de Gilad Atzmon, autre juif israélien critique, dont le livre est excellent, hein, je l'ai encore relu, là, c'est chapeau, s'il fait vraiment le boulot, c'est d'une honnêteté et d'une intelligence incomparable. Et alors, je fais un commentaire très synthétique qui rejoint l'analyse de Gilad, c'est que finalement, le juif religieux craint Dieu.
C'est-à-dire qu'il sait qu'il fait partie non pas d'un peuple élu, mais d'un peuple choisi, pour être une avant-garde morale, pour guider l'humanité, et qu'en réalité, son châtiment régulier est qu'il ne s'est pas montré à la hauteur de l'élection divine. C'est-à-dire que Dieu le punit en permanence parce qu'il ne se montre pas à la hauteur de l'élection. Et qu'en fait, le juif religieux est un type qui craint Dieu et qui se pose en permanence le problème de n'être pas au niveau. Voilà. Et alors que le juif laïque, celui qu'on subit toute la journée, juif laïque déjà ça veut rien dire, c'est un oxymore très malsain, lui se prend pour Dieu, c'est-à-dire qu'il se prend pour le peuple messie. Et lui c'est l'arrogance totale, et qui est en dernière instance, on le remarque, une arrogance tribale, c'est-à-dire je suis juif donc je suis supérieur, voilà, hein, et vous me devez l'allégeance parce que j'ai des prix Nobel et parce qu'il y a eu la Shoah. Voilà. Et en fait il y a un contresens total entre le peuple choisi du juif orthodoxe, qui lui est un combat avec lui-même pour s'élever au niveau pour être à l'image de Dieu, ce qui est un travail permanent d'étude et de modestie, et le juif laïque, donc qu'on subit toute la journée en France, qui se prend pour Dieu, c'est-à-dire qui a intégré finalement, l'air de rien, un espèce de suprémacisme tribaliste qui fait un être d'un narcissisme inouï, d'une arrogance inouïe et d'un mépris inouï. Voilà. Et je dis donc, comme le dit bien Atzmon, le problème aujourd'hui, c'est le juif laïque. Hein. C'est-à-dire celui qui se prend pour un élu alors qu'on n'a pas voté, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a le pouvoir et qu'il a en lui, je dirais, le divin. Donc il n'a rien à chercher, tout est en lui. Hein, il a le doute, le doute grec, la saine utilisation du logos, le questionnement sur soi, le respect des autres ou même son rôle de guide moral. Tout ça a été perverti pour devenir un petit con arrogant. Et donc là, je rejoins finalement, après la lecture de la lettre d'Aaron et du livre de Atzmon, que finalement, le problème n'est pas le juif religieux ou le juif déjudaïsé qui est un citoyen d'origine juive, c'est bien l'arrogance de ce juif laïque, dominateur et tribaliste, qui finalement ressemble aux élites israéliennes actuelles, hein, les Netanyahou Lieberman, qui n'ont rien de religieux, et qui ressemble un peu à la clique de dominateurs qu'on a aujourd'hui en France, qui méprisent le goïm et qui trahissent le judaïsme authentique. Et donc j'appelle de mes vœux, et je lance même un appel, j'appelle de mes vœux un témoignage pédagogique d'un juif orthodoxe, d'un juif authentique, qui effectivement dise tout ça, mais en tant que juif, parce que évidemment c'est très dangereux pour moi de le dire. Voilà. Mais je pense que ça serait une des clés de la réconciliation. Hein, voilà. Je donne la clé de la réconciliation pour le musulman authentique. Je montre finalement l'exemple vietnamien, qui est un bon exemple de communautarisme intégré, de séparation mais intégré. Et je montre du doigt le problème, effectivement, aujourd'hui, de cet oxymore, de ce juif laïque dominateur, finalement trahissant les règles, l'égalitarisme républicain, et trahissant aussi, finalement, l'élection divine bien comprise. Hein. Voilà, je finirai sur ce sujet dangereux, mais ô combien intéressant et utile. Voilà.